Les fraternités. Ouais, troisième tentative pour cette vidéo. Bon, toujours dans la suite de ma vidéo de la dernière fois. Enfin, dans la continuité en tout cas. Et après avoir passé des années à chercher vers quoi je voulais courir derrière cette caméra, je suis plutôt dans une autre optique en ce moment-là. C'est de savoir qu'est-ce qui me freine pour y arriver et comment. Et dans un deuxième temps, ce sera quelles sont les étapes nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer efficacement pour. Et où je serai le plus impactant pour, pour avancer vers mes objectifs. J'ai un objectif tellement loin que j'y arriverai pas, mais c'est pas important. L'important c'est la direction dans laquelle je vais. Et dans les freins qui m'empêchent d'avancer vers mes objectifs et dans la vie en général, où ma plus grosse faiblesse et mon plus gros frein, ça a toujours été la solitude. Et ça me semblait logique de commencer ces vidéos par une vidéo sur la solitude. Et j'y ai beaucoup réfléchi la semaine dernière. Mais mon cerveau refuse de traiter entièrement ce sujet et fait tout pour fuir la réflexion sur ce sujet, même le tournage de cette vidéo. Alors elle sera sûrement pas parfaite, elle sera sûrement incomplète. Il y aura peut-être une partie 2 ou pas. Mais je referai une vidéo plus tard. Beaucoup plus tard. En tout cas, s'il n'y a pas de partie 2 pour retraiter le sujet. Et ça me semblait de sens parce qu'en vrai, là, en ce moment, mon grand-père est muré dans sa solitude. Et un peu moi dans la mienne aussi de temps en temps. Même si je fais tout pour. Et nos solitudes se rencontrent pas. C'est compliqué. Ah, plus par. Bon, ça vient de moi aussi, un peu aussi, je pense. Mais plus de lui et son esprit fermé, muré, retranché dans sa solitude. Et pour tourner cette vidéo, c'est déjà une galère parce que trouver un moment de solitude ici, c'est une galère. Je voulais la tourner à la plage hier, mais c'était compliqué aussi. Et fin de week-end dernier, j'étais un peu au top. Au top, manière de parler. Et je me disais que j'avais fait le tour. Et il a fallu lundi un gros rappel de solitude. Un gros rappel qui était très éclectique sur les différents types de solitude. Qui m'a bien rappelé le pourquoi du comment. Que ce soit. J'ai eu un bon rappel de ma solitude. Parce que pour moi, en y réfléchissant, il y a 4 différents types de solitude qui sont très reliés et qui se nourrissent les uns les autres, mais qui sont quand même légèrement différentes. Tu vois, solitude relationnelle, sociale, hein, ce qui fait qu'on a du mal à tisser des liens, avoir une connexion profonde avec quelqu'un ou avec des gens. Tu vois, juste avant de continuer là-dedans, aussi la solitude, c'est un de mes gros freins, mais c'est aussi la raison pour laquelle je cours après la fraternité, parce que je crois que je connais personne qui souffre pas de solitude dans ce monde, à part peut-être Sadhguru, et encore ça m'étonnerait aussi. Il a beau bien parler, ça m'étonnerait. Et ça me semble une évidence de traiter ce sujet en premier. Du coup, je parlais de solitude de relation, solitude sociale, de solitude intellectuelle, le fait de ne pas arriver à être compris, d'être un peu un extraterrestre comparé aux autres, ou avoir le sentiment en tout cas, de solitude physique. J'étais asexué pendant 13 ans, je sais très bien ce que c'est.
quand ton corps est... que tu sois seul, encore être seul replié du monde, c'est plus une solitude sociale. Physique parce que ton corps a besoin de liens, a besoin d'une chaleur humaine, de sexe aussi. Et ça crée un peu une folie dans la tête. Bon, je reporterai tout ça en détail après. Et de solitude émotionnelle qui fait que, en fait, c'est normal que les gens que t'aimes, qui sont pas avec toi ou qui partent, soit vers de nouveaux horizons, soit qui meurent, te crée une douleur, un manque. Mais c'est souvent révélateur de problèmes perso, émotionnels, non réglés. Je crois que toutes ces solitudes font ressortir la solitude émotionnelle, qui est la plus difficile à combattre. Du coup, j'essaie de faire ça un peu en 3 étapes, d'écrire différents types de solitude. La solitude dans la société, la solitude dans ma vie et la solitude dans mon collectif. J'essaie de faire ça dans ces 4 étapes-là. On verra ce que ça donne. Cette vidéo risque d'être longue, ça fait 6 minutes que je raconte ma vie pour rien dire. Et ça fait partie des vidéos les plus dures que j'ai à faire. Mon cerveau et mon cœur refusent que cette vidéo existe, j'ai l'impression. Alors ça y est, je me jette dans le bateau. Tu vois, pour faire un peu topo du refresh que j'ai eu. Tu vois, petit début de semaine un peu de merde. La voiture de mon collectif s'est fait soulever par la fourrière. Il m'a mis un peu chafouin et un peu dans une solitude intellectuelle du fait de ne pas m'avoir bougé le fion. Enfin, je l'arrangerai là-dedans, je sais pas si c'est la bonne catégorie, mais c'est pas important. En allant aider ma tante pour une connerie, on m'a raconté comment mon père voulait m'aider pour refaire le plancher de ma maison. Et comment ma belle-mère s'était interposée pour lui dire non. Ça m'a mis un peu chafouin dans le fait que de mon estime envers mon père, que je considère de plus en plus comme un enfant. Mais bon, et des problèmes émotionnels non réglés avec lui. Ensuite, qui devrait être une bonne nouvelle et que j'ai accueilli comme une mauvaise, c'était aussi quelqu'un de la maison qui va aller travailler, qui veut reprendre un peu sa vie en main et aller travailler, s'acheter un véhicule, payer ses amendes et tout ça, rentrer dans le droit chemin, temporairement en l'occurrence, même si j'ai pas pu m'empêcher de projeter mes peurs. J'ai toujours du mal quand quelqu'un quitte mon collectif ou me quitte moi. Et j'ai toujours peur que ce soit définitif. Et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'était une journée émotionnellement compliquée. Alors que j'aurais dû être heureux, encourager cette personne dans sa motivation et faire en sorte qu'il ait envie de revenir. Mais tout s'est un peu bousculé dans ma tête avec ce petit cumul. Et j'ai pas réagi comme je voudrais. Mais bon, c'est la vie. On réagit pas toujours comme on voudrait. Des fois, les émotions nous submergent et nos peurs nous submergent. C'est un peu le but de cette vidéo. Arriver à passer outre. Ou à faire mieux en l'occurrence. Tu vois. Et la plus grosse solitude, la première solitude, c'est la solitude sociale pour moi. La solitude qui empêche de créer des liens avec les gens. J'ai jamais trop souffert de celle-là.
ou peut-être à une période, du mal à faire. Moi, j'ai toujours eu du mal, étant jeune, à faire le premier pas. C'est grâce au bédo qui m'a aidé sur tous les différents types de solitude, qui m'a aidé dans le contrôle de moi-même, à pas sombrer. Même si j'ai plusieurs tentatives de suicide à mon actif dans ma jeunesse, choses qui ne sont plus, enfin qui me traversent plus la tête depuis quelques temps. Même quand je suis au fond, c'est déjà une avancée, une grosse avancée. La solitude sociale, je crois que c'est celle dont le plus de gens souffrent. Voilà. La difficulté à tisser des liens, comme je l'ai avec mon grand-père par exemple, où c'est compliqué, où il est repli dans sa solitude. Et moi, des fois dans la mienne, et c'est un peu compliqué. Quand je vois tous ces gens qui ont aussi du mal à tisser des liens avec d'autres personnes, je crois que c'est une des raisons pourquoi je suis apprécié par beaucoup de monde, parce que parce que je suis du genre pas du genre à cacher ma solitude. Je suis du genre à l'afficher, à l'assumer, à rire, malgré tout. Et je crois que ça fait une force et une lumière que les gens apprécient. Parce qu'ils aimeraient en être capables, je pense. Et ça leur donne un peu de force, je pense aussi. Pour ce qui est de la deuxième solitude, c'est de la solitude intellectuelle. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ça, c'est une amie qui m'a. J'avais pas pensé à cette solitude-là. C'est une amie qui m'a fait penser à celle-là. Solitude de se sentir un peu de se sentir incompris, ou de pas avoir personne à échanger à un niveau intellectuel correct, ou qui nous convient. Voilà. De parler de choses, de passer ses journées à parler de choses futiles avec des gens, alors que des discussions plus enrichissantes intellectuellement sont nécessaires à l'épanouissement personnel. Ce qui crée un peu un sentiment de solitude que j'ai vécu pendant longtemps, surtout dans ma jeunesse. Ça s'est estompé quand j'ai rencontré Seb. Peut-être même avant. Non, avec Seb. Seb était la première personne qui m'a enlevé de cette solitude intellectuelle. Petit, j'en ai beaucoup souffert. Ne pas avoir personne pour m'élever intellectuellement, alors que j'étais en demande énorme. Famille de travailleurs, pas le temps pour la réflexion. Davai. Andale. Beaucoup de place pour le travail et moins de place pour la réflexion. Du coup, en vrai, quand j'étais petit, je me sentais beaucoup moins extraterrestre. Je le sens encore maintenant, mais quand j'étais petit, c'était violent. Je me réfugiais beaucoup dans les livres. Je m'apportais la nourriture intellectuelle que j'avais pas dans ma vie réelle. Et que je compensais beaucoup par mes capacités sociales. En m'entourant de plein de monde. En nourrissant ma solitude sociale de plein fouet. Je me faisais un peu oublier ma solitude intellectuelle. La solitude physique, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais celle-là, elle peut rendre fou aussi. Tu vois, la solitude de. Autant on peut tisser des liens sociaux avec les gens, mais tant qu'on a personne de proche, physiquement, terre à terre, très physiquement. Alors, passer 13 ans à sexuer, sans aucune relation sexuelle, affective, de câlin par exemple, ou de contact physique, juste quelqu'un qui te prenne dans ses bras, ça rend fou. J'étais proche de la folie pendant très longtemps. Bon, en remédiant à ce problème, j'ai failli sombrer dans la quatrième solitude, qui est la solitude émotionnelle. Parce que pour combler ce trou,
physique, affectif, physique et affectif, je dirais. J'ai beaucoup creusé ma tombe, même si ça va mieux maintenant, même si les choses s'arrangent, plus ou moins. C'était compliqué. Et la dernière, celle dont j'ai le plus souffert, c'est la solitude émotionnelle. Ce sentiment d'être tout seul, même au milieu des gens qui nous manquent, la peur de l'abandon, des gens qui partent, qui font... Et des gens qui partent, j'en ai connu beaucoup. J'ai suivi Seb dans ses aventures pendant longtemps et quand elle est partie, ça a été un trauma vénère. Encore maintenant, il y a son fantôme dans mon dos en permanence. J'entends sa voix tout le temps. Et même si nos relations sont encore bien, que ça reste mon meilleur pote, et qu'on se voit moins, ça n'empêche pas qu'il me manque à mes côtés, bien entendu. Je l'ai suivi pendant longtemps dans ses aventures. On s'est suivi. Après, une fois que j'ai sauvé plus d'assurance, on s'est suivi l'un l'autre dans nos aventures jusqu'à temps qu'on se sépare parce qu'il, comme beaucoup de gens dans ma vie, ils se sont arrangés. Lui, en l'occurrence, parce qu'il a eu des gamins qu'il n'avait pas choisis, mais qu'il a dû assumer. Du coup, vie de famille, tout ça, et je n'allais pas rentrer dans ce moule-là parce que lui était rentré. C'est parce que j'avais besoin et c'est parce que j'avais envie. Et tous les gens qui partent, il y a toujours un bout de leur fantôme là. J'imagine pas le nombre de gens qui j'ai l'impression d'avoir leur fantôme avec moi et qui me rendent triste. Et malgré que je les aime et qu'ils me manquent, comme mon pote Vilo et plein d'autres gens. Je vais éviter de donner trop de noms et rentrer dans des détails parce que j'évite de faire ce genre de choses en vidéo maintenant. Ça fait surtout. Ça appuie surtout sur les. Et même si ce manque il est normal, je trouve. Parce qu'en fait, quand t'aimes des gens et qu'ils sont plus là, soit qu'ils sont morts ou qu'ils sont plus avec toi, bah ils te manquent. C'est normal. Bah, je trouve que c'est normal. Et ça fait surtout ressortir les traumas perso. Je trouve que ma relation avec ma mère a causé. Je trouve que même qui j'ai réglé le problème entre temps. Il y a encore quelques relents, mais en vrai avec ma mère j'ai beaucoup réglé le problème. Les traumas que mon père, je trouve avec mon père a causé, qui eux sont moins réglés que je pensais. C'est navrant, mais ceux de mon père, je sais pas si je vais réussir à les régler un jour. On verra bien. Les traumas de mes potes, de mes gens proches qui partent, de mes meufs. Chaque rupture sentimentale m'a toujours mis au fond. Les premières tentatives de suicide sont après une rupture, après pas ma première rupture, mais première rupture après avec Meryl. Rupture que je savais qu'elle allait arriver dès le début. Je savais quand. On était ensemble pour de mauvaises raisons. Surtout elle. J'étais amoureux. J'étais amoureux. Et en manque aussi. En besoin d'une connexion. Et ça fait ressortir pas mal de traumas. Du coup, le manque des gens qu'on aime est lourd, mais supportable quand ils appuient pas sur des traumas trop importants. Et quand le gouffre intérieur n'est pas immense. Voilà un peu les différents types de solitude pour moi. En vrai, même si j'ai beaucoup souffert de solitude, ma capacité sociale à tisser des liens avec les gens m'a beaucoup sauvé des trois autres. Pas sauvé, a beaucoup compensé les trois autres types de solitude.
Mais en vrai, c'était un besoin nécessaire pour moi depuis étant jeune. Sinon, j'aurais sombré dans la folie totale. Alors, j'ai toujours essayé de combattre cette solitude, sauf l'émotionnel que j'ai toujours fui. Même si je m'en suis jamais caché de ma tristesse, de ma douleur. Faisant même du chantage émotionnel, souvent. Mes aptitudes sociales ont été développées sûrement à cause de cette forte solitude qui m'habitait depuis tant petit. M'a beaucoup aidé. Et ce qui fait que je rayonne beaucoup aussi, je pense. Ce qui fait que je suis autant apprécié des gens aussi. Le fait est d'assumer tout ça alors que beaucoup de gens le cachent, sont dans le déni, font tout pour que font tout pour se faire croire à eux-mêmes qu'elle n'existe pas. Donc je suis parti sur moi, je vais enchaîner sur moi. Je ferai la société et mon collectif après. En tout cas sur moi, tu vois, socialement, tu vois, pour moi les liens sont importants. Tu vois, sont vraiment importants. Tu vois, fumer m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. À rester moi-même, malgré la douleur, malgré le sentiment de solitude. Et je sais pas quoi trop dire sur dessus. Je vois beaucoup de gens. Enfin, je pense que j'en reviendrai après, mais c'est celle que je vois le plus les gens en souffrir. À titre personnel, c'est celle que j'ai le mieux domptée. Enfin, la solitude physique, suite à des traumas émotionnels et notamment sentimentaux. J'ai décidé dans ma jeunesse d'être asexué pendant très longtemps, en sachant que j'ai une très forte libido depuis adolescent. Je m'autosuffis beaucoup de fois dans une semaine, manière d'enlever d'enlever un peu ce manque. C'est ma manière à moi que j'ai trouvé de lutter contre ça, même si c'est pas la solution ultime, parce que on se renferme aussi en faisant ça. Et aussi, je m'en suis beaucoup servi en moyen d'autorégulation émotionnelle, ce qui a créé une dépendance à ça, comme traitement à mon trou émotionnel, un peu problématique. De toute façon, je reparlerai de ce sujet-là spécifiquement dans ma prochaine vidéo sur les addictions. Ce sera sûrement mon sujet d'après. J'ai du mal à faire cette vidéo. Vraiment du mal. C'est pas un sujet que mon cerveau aime traiter. Mais il faut que je le traite. Et du coup, être seul pendant 13 ans, en ayant fait une croix, tu vois, je pensais finir ma vie comme ça. Ce fut pas le cas et j'aurais sombré dans la folie. J'aurais sombré dans la folie si j'avais perduré dans ce chemin-là. Mais ça m'a aussi permis de développer mes armes intellectuelles, sociales. Je suis trop balèze en social maintenant. Et peut-être aussi de travailler sur mes problèmes émotionnels. Chose que j'aurais pas pu faire si j'avais été obnubilé comme dans ma jeunesse par le sexe, par une présence physique. Parce que le physique c'est aussi un bon moyen. Le sexe, c'est un bon moyen d'oublier les autres formes de solitude. Et de faire une croix dessus et d'accepter celle-là. De la laisser me bouffer. Ça m'a permis de mieux gérer les autres et d'avancer plus fort et plus vite que beaucoup de personnes sur les autres, notamment sur la sociale.
et intellectuelle aussi. Ça m'a permis d'avoir des discussions très enrichissantes avec beaucoup de monde, sans toujours penser au cul. Au cul ou à un câlin affectif. Parce que je dis cul, mais physique, c'est pas que cul. Et ça fait beaucoup sombrer dans la folie. Ça m'a fait porter un masque pendant longtemps. J'ai toujours été très vrai comme gars. Je portais pas beaucoup de masques. Et que même que le rire, mon rire était pas un masque, était un moyen de lutter contre ma dépression, ma solitude. Et que j'ai jamais voulu trop répandre des sentiments de dépression et de solitude. Plutôt voulu répandre du rire et de la joie. C'est un fondement de ma base de pensée. La solitude intellectuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai déjà traité là, mais dans le cas où, c'est vraiment ce côté se retrouver tout seul. Je vais pas la retraiter là, j'en ai déjà parlé, mais ça a été très important quand j'étais petit. Je me sentais vraiment seul intellectuellement. Et jusqu'à mon adolescence, jusqu'à rencontrer Seb, qui était plus intelligent que moi. En termes cartésiens en tout cas, en termes de maths, de logique. Qui n'en sont pas mes points forts intellectuels. Mais ça m'a permis de me sentir moins isolé intellectuellement. Je le remercie beaucoup. De toute façon, Seb est une des personnes que je remercie le plus dans ma vie. Je serais mort à l'heure actuelle si je ne l'avais pas rencontré. Je me serais tiré une balle ou j'aurais réussi une de mes nombreuses tentatives de suicide. C'est sûr. Un jour, j'en parlerai peut-être. La fois où j'ai sauté d'une fenêtre d'hôtel, sans regarder vraiment ce qu'il y avait en dessous. Et 4e ou 5e étage, je crois. Et comme dans les films, je suis tombé sur un auvent d'hôtel. Tu sais, des trucs avec des poteaux et la toile là, qui font les devantures d'hôtel à l'ancienne. Je suis tombé là-dessus, ça m'a sauvé la vie. J'ai rien eu. Je me suis endormi sur des rails de train. Prendre des somnifères, s'endormir sur des rails de train et se réveiller au moment où le train passe sur le rail d'à côté. Et puis avoir les couilles de continuer à rester là. Avoir l'instinct de survie qui prend le dessus. Prendre des médocs, essayer de me flinguer. Il y en a eu quand même quelques-unes. Je vais pas m'attarder trop sur le sujet, mais il y en a eu quelques-unes. Et c'est émotionnel, celle dont j'ai le plus souffert, celle dont j'ai le plus de mal à parler, celle dont j'ai le plus de mal à affronter. Notamment, ma mère m'a eu très jeune, mon père, à la séparation de ma mère, avec ma mère, était très dans sa souffrance. Était un peu comme moi, quoi. À ce côté-là, je ressemble beaucoup et c'est mon côté que je déteste le plus. En fait, cette envie d'être plus en connexion avec ma mère, que mon père prenne soin de moi, mais qui, à chaque fois que je le voyais, et que j'allais le voir parce que lui venait pas me voir, à chaque fois il était en train de pleurer sur ma mère, en train de me poser des questions sur ma mère, je m'en rappelle encore. Au lieu de s'occuper de moi, son fils, au lieu de profiter de bons moments avec moi, j'étais un peu comme un outil, le dernier lien qu'il avait avec ma mère. À l'heure actuelle, quand il la regarde, je sens le trou dans son âme. Je ressemble beaucoup là-dessus. Ça m'énerve, mais je ressemble beaucoup là-dessus. Et ça s'est ajouté à plein de traumas aux gens qui sont morts, à mes potes qui sont morts, qui sont partis. Et sans rentrer dans le détail, la solitude émotionnelle, c'est
une des plus galères à gérer. Et la plus importante parce que elle se met face à nous-mêmes. Et en vrai, si celle-là, elle est réglée, si on est en paix avec soi-même et qu'on a réglé ses traumas, les autres, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais les autres se résolvent d'elles-mêmes, je pense. C'est la solitude primaire, je dirais. Le socle de toutes les autres. Voilà, je vais pas trop rentrer en détail là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit utile. Je vais m'embrouiller à rester sur ce sujet pendant longtemps. Et pour moi, à titre perso, régler ces différentes formes de solitude, c'est la sociale, je suis plutôt bien. Arriver à gérer ma solitude émotionnelle, ça va être le plus dur, mais gérer mes traumas, les affronter de face, me débarrasser de cette putain de peur de l'abandon qui me bouffe, qui me bouffe. Et je pense que en réglant celle-là, les autres suivront. Ma solitude physique, ne plus me renfermer dans ma solitude et fermer la porte de mon cœur et de mon corps quand les gens s'approchent trop près, quitte à me faire mal. C'est comme ça. C'est la vie. Ma solitude intellectuelle se comble de plus en plus. Elle s'est comblée aussi notamment parce que j'ai accepté le fait que on ne peut pas être compris entièrement par une personne. J'ai l'impression d'être compris comme gars, mais aucune des personnes que je connais ne me comprend entièrement. Il y en a qui me comprennent beaucoup, notamment Seb et d'autres personnes, dont je ne citerai pas le nom, me comprennent beaucoup, mais ne comprennent qu'une facette. Seb en comprend beaucoup, mais il en manque quelques-unes. Et quand tu acceptes que, en fait, en multipliant les relations sociales sincères, intenses, en fait, chaque facette de toi peut être comprise par tes proches. Et c'est pour ça que je chéris chaque interaction que j'ai avec, chaque relation que j'ai avec chaque personne, et qu'elles sont toutes importantes. Parce que toutes me permettent d'aller mieux dans ma solitude intellectuelle. Et j'ai la chance de ne pas trop souffrir de solitude sociale. Parce que j'ai bossé pour. Du coup, je vais avancer sur ce point-là. J'ai l'impression d'avoir avancé. Si ma solitude émotionnelle nique pas tout, ça devrait le faire. Me donner les moyens que les gens ne partent pas, qu'ils aient envie de rester avec moi, qu'ils aient envie de construire un truc ensemble. Et la solitude sociale, comme je dis, c'est le premier truc que j'ai réglé dans ma vie. Et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je pense que c'est une solitude que je maîtrise plutôt bien. J'en souffre encore un peu des fois, mais je supporte pas d'être seul. Parce que ça me ramène à mes solitudes perso. Et aussi parce que c'est pas la vie que je veux. La vie que je veux, elle est pleine de gens bienveillants entre eux et qui avancent ensemble. Ça, c'est la vie que je veux. Voilà, j'ai assez parlé de moi pour l'instant. Ça fait 34 minutes, j'ai l'impression que j'ai rien dit ou que je peux aller assez en profondeur, mais j'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. Du coup, je vais attaquer les deux autres sujets, enfin, les deux autres prismes, notamment la solitude sociétale. Je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, de mon vivant, ça a toujours été. Les gens se sentent seuls, de partout. Beaucoup de solitude émotionnelle qui nourrit tout ça, mais
C'est aussi un mode de fonctionnement de notre société, j'ai l'impression. Que notre société, et notamment le capitalisme, est basé sur diviser pour mieux régner. Ça veut dire que c'est plus facile de contrôler un peuple quand il est isolé, quand il n'y a pas de conscience de classe ou de conscience collective. C'est beaucoup plus facile de monter les uns envers les autres plutôt qu'ils d'affronter les vraies problématiques qui nous mettent dans la merde, notamment les puissants qui nous dirigent, qui nous manipulent, je dirais même, nos pensées, nos actes, notre vie. J'aime bien Monique Charlon-Pinceau là-dessus. Tu vois, quand j'avais fait son interview, c'était la seule qui m'avait dit la seule fraternité qu'elle est pour la fraternité, et qu'elle était pour la fraternité, et que c'était bien dommage que dans ce monde, les seuls gens faisant preuve vraiment de fraternité étaient la classe dominante, qui sont très fraternels entre eux, qui ont une conscience de classe, qui défendent leurs intérêts collectifs, même s'ils sont la guerre entre eux, et que vraiment, en vrai, c'est des mange-merdes même entre eux, mais ils sont au moins soudés pour défendre leurs intérêts, chose que nous on n'est pas capable de faire. Pas capable, je sais pas, mais en tout cas qu'on ne fait pas. Quand je vois partout autour de moi, ça pue la solitude. Et c'est parce que j'assume la mienne que je vois celle des autres vénère. Vénère, vénère. Tous ces gens repliés dans leur appartement. Tu vois, ici à La Réunion par exemple, tu vois, là, avant de parler par exemple à La Réunion, tu vois, beaucoup de gens ont trouvé un échappatoire à la solitude dans leur vie familiale et de couple. Mais même si ça comble un peu cette solitude, ça crée encore un fossé plus important avec le reste du monde. Chose qui ne devrait pas l'être. Et les gens sont malheureux et seuls, même en couple, même en famille. Même s'ils ne sont pas malheureux dans leur famille pour certains et dans leur couple. Ça crée quand même un sentiment d'isolation. Pas qu'un sentiment, ça crée une barrière avec le reste du monde. Vénère. Les gens qui sont tout seuls dans leur appart, replient sur eux-mêmes, parce que c'est devenu la norme dans notre société. Ce qui me fait revenir à, comme ici avant, les gens avaient chacun leur maison, étaient repliés sur eux-mêmes. Mais il y avait cette culture de la rue, où dans le village, tu pouvais monter à qu'importe l'âge. Il y avait des gens dans le village. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des gens d'âge moyen et des vieux. Tous à des endroits différents et des fois, ils se retrouvaient ensemble. Mais si tu voulais voir des gens, il fallait juste sortir dehors au village, dans n'importe quel village de l'île. Je pense que c'était pareil qu'aussi en France et ailleurs avant. La société vire à l'américaine. Et c'est un mode de vie que je valide. C'est pas le mode de vie parfait, mais c'est assumer ce côté-là de vivre ensemble. Et les gens se retrouvaient beaucoup. Maintenant, tu regardes même ici, les gens. Tu vois, avant, on faisait. Tu vois, je voulais voir du monde, je sortais dehors. Maintenant, je sors, il n'y a plus personne, quoi. Il reste pas grand monde, quoi. C'est sorti de notre culture un peu. On continue à se retrouver pour faire la fête, pour des événements bien précis. Là, c'est le 20 décembre bientôt et la fête de libération de l'esclavage. Il y aura plein de monde au village, c'est sûr. Mais avant, c'était quotidien. C'était ancré dans les habitudes et dans le mode de vie des gens. C'est grave dommage que ça l'est plus. Et c'est un des fondamentaux qui fait que je suis impliqué dans la maison du peuple, que je fais ce que je fais, que je cours après la fraternité. Parce que j'y écoutais en fait, étant jeune. J'ai vécu sur une île avec une grosse influence communiste. Avec les défauts du communisme, bien entendu. Les gens qui volent. Je parle des élus, en l'occurrence, qui magouillent. Et qui dénaturent et enfoncent le projet commun à long terme dans un trou.
Mais ça a permis une union dans cette putain d'île que j'ai rarement vu ailleurs. Union, tolérance, bienveillance. Même si on se fout de la gueule des uns des autres de manière violente ici. Foutage de gueule, c'est le sport national ici. On serait tous traités de racistes et de connards, je pense, dans le reste du monde. Mais on a des endroits que je connais avec le meilleur vivre ensemble que je connais. Et pourtant, on est plein d'ethnies, plein de cultures différentes. Mais on sait des cultures qui se nourrissent les unes les autres, tout en gardant leur identité propre. Mais l'identité réunionnaise commune est très forte. Et que on a encore de la chance que la mondialisation est arrivée en retard chez nous et que on a encore de beaux restes. Et que peut-être que la mondialisation s'écoulera, enfin l'américanisation du monde s'écroulera et qu'on aura encore de beaux restes qui pourraient attendre que ça refleurisse de manière correcte. Tu vois, la plus grosse solitude de la société, c'est la solitude sociale. On pousse les gens à rester chacun dans leur côté, c'est violent. C'est pour ça que je pense que la meilleure moyen de lutter contre cette société de merde, c'est de créer du lien, c'est d'avancer ensemble. Tu vois, mon grand-père, par exemple, pourquoi on a du mal à créer du lien? Parce que il se renferme sur lui-même, il parle pas. Il exprime pas ses douleurs, ses problèmes. Du coup, il faut les deviner. Et il n'y a pas d'avancer ensemble. Lui, dans sa tête, il veut. Là, par exemple, il est en mode. Avant, il faisait ces choses comme il avait envie, et c'est encore le cas maintenant. Mais difficile de se projeter ensemble quand tu as décidé que tu allais passer ta journée sur un canapé à regarder la télé, que tu voulais plus sortir dehors, que tu veux plus rien de ta vie, quoi, en fait. Ça aurait été plus facile qu'on en discute ensemble, qu'on se bouge ensemble. Je pense que c'est le ciment qui fait que sociétalement on peut avancer, collectivement on peut avancer. Parce que les différents types de solitude, il y a beaucoup de choses qui se règlent personnellement. Mais la solitude collective, c'est un truc qu'il faut accepter. Accepter les gens même s'ils sont cons, même s'ils ne pensent pas pareil que toi. Et que c'est en décidant d'accepter tout le monde, d'être bienveillant et que tout le monde décide d'avancer ensemble, de construire un avenir commun, qu'on pourra changer ce monde. Je vois pas d'autre voie. Tu vas créer une révolution, je suis toujours révolutionnaire dans l'âme, mais une révolution sans ciment social, c'est juste de la merde en fait. C'est juste le moyen de merde d'être enculé à la place des enculés qui sont déjà en place. Pour se faire enculer peut-être différemment, mais pour se faire enculer quand même. Quoi. Si on veut être maître de nos vies, individuellement et collectivement, ça passe par prendre des responsabilités, s'organiser, réfléchir ensemble, avancer ensemble. Je pense que c'est la clé de tout. Tu vois, notre solitude physique et émotionnelle est aussi utilisée contre nous dans cette société, dans la marchandisation du monde en fait. En fait, on veut te faire croire que pour être heureux, il faut consommer, il faut acheter des trucs. Et oui, ça comble un peu d'acheter des trucs parce qu'on est content d'acheter des trucs. Ça fait plaisir d'avoir un truc. Qu'importe le truc d'ailleurs. Mais c'est qu'illusoire. Le confort et la sécurité sont nécessaires et c'est bien d'acheter des trucs et de posséder des trucs qui améliorent notre cadre de vie ou nous apportent un petit moment de joie éphémère dans ce monde de merde. Mais c'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Ça peut pas être le fondement de notre société comme ça l'est là à l'heure actuelle. Ça peut créer que de la folie. Ça en plus détruit le plus important et le ciment de notre société, c'est-à-dire le social. Parce qu'en fait, quand tout est une marchandise, en fait, tu vois les gens, tu mets une valeur sur la tête des gens. Du coup, ça aide pas à être bienveillant quand tu mets une valeur sur la tête des gens. Et aussi, ça te dit que tout peut être acheté, si tout est une marchandise. Oui. Pas à table, occupez-moi.
Petite pause de 30 secondes. Madone, moment qu'elle va arriver. Hein? Madone, moment qu'elle va arriver. Le marqué Bobino puis tout dessus. Elle est marqué mon nom. Ouais. Ok. L'enveloppe marron. M'a regardé, mais il va pas quoi il peut être. Mais... Bah, c'est quelqu'un a envoyé quelque chose pour, je pense. Hein. Oui, mais... Et ça m'a ouvert parce que je m'ai bien attendu le courrier chez nous. Voilà, je fais une petite pause. Bon, voilà. Pedrino. Il est là, il a pour dormir, mais pas voulu sortir aujourd'hui encore. Mais... Il n'a pas fait de. Il a fait des exercices en dedans, mais. A fini maintenant, si lui reste dans dedans, tout seul, lui va rester tout seul en dedans, non. Ça, c'est plus Gisèle. C'est pour moi. Gisèle, on va regarder s'il pense à là. Hein. Bien, encore, il y a un fâché dans le cul, non? Non? Bah, regarde, ah ouais, mais on fout moins. Ah. C'est bon, c'est un ami. Mais non, elle a pas là! Voilà, voyez après. C'est ce petit moment malaisant où mon nom et mon prénom sont sortis dans cette vidéo. Chose que j'aime pas trop, mais c'est fait. Je vais pas la refaire. Et ça va créer un petit blanc autant que ma tante. Comme j'ai dit, avoir un moment de solitude ici, c'est compliqué. Et je pense que c'était opportun cette vidéo, ce petit moment. Tu causes avec qui là? Avec moi-même, on peut faire une vidéo. Il faudra trouver une solution pour couper les grains là. Bah, il faut une échelle. On va gagner monter en lien pour couper. Bah, c'est une échelle, oui. Moi de janvier, on va faire ça parce que là, on n'a pas trop le temps. Voilà. Rosée, elle était là? Non. Ramasse aux affaires. Je passe derrière sur ma caméra, ouais, vous connaissez. Ah, t'es là. Vous voulez un. On dit que c'est quoi comme. C'est ma vidéo de psychologie. C'est D'accord. mon psychiatre. Mais on a un souvenir de moi. Hein? Allez, non. Ouais. Il faut arroser, hein, parce que là, il fait trop chaud. Hein. Il finit mon psychiatre et m'a fait. Non, un soir. Oui. Pas jaune, arrose pas. Ah là là. Bon allez, de retour, je vais finir cette vidéo avant de ne plus avoir un moment seul. C'est l'heure où les travailleurs arrivent. Alors, et je dois aller réveiller mon grand-père aussi. Et je pense que ce petit moment de solitude a sûrement dû permettre aux gens qui regardent cette vidéo de se retrouver face à la leur. Et du coup, oui, la solitude sociétale est un gros problème. Tu vois, comme je disais, la marchandisation du monde, où plus rien va avoir de valeur. Quand tu mets une valeur sur les choses, plus rien n'a vraiment de valeur. Tout est achetable. Toi, on sert notamment notre toi pour rebondir. Ça me fait rebondir sur la solitude physique. Les gens, vu la solitude dans laquelle on vit devant, la solitude physique d'énormément de personnes, fait que on utilise, et notamment des hommes, parce que la solitude physique est souvent plus compliquée dans notre société pour les hommes que pour les femmes. Même si à La Réunion, c'est moins vrai. Il y a beaucoup plus de femmes, du coup, il y en a beaucoup qui en souffrent aussi. Dans le reste du monde aussi. Hein. Je dis pas. Mais on va dire que je connais mieux celle de l'homme. Avec un petit H. Ça fait qu'on utilise le corps de la femme comme marchand, comme produit d'appel, pour faire courir les gens après l'argent. Alors, on a bien mis en place que les relations humaines, physiques, sont achetables. Si tu veux avoir une meuf, faut avoir des sous. Que si tu veux coucher avec quelqu'un, tu peux aller au pute et payer pour. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je l'ai fait une fois, mais c'est pas moi qui ai payé. Et je le referai plus, même si on me le paye. J'ai eu plein d'occasions. Quand j'habitais en Espagne, que j'avais mon coffee shop,
un proxénète qui m'offrait des filles tout le temps, chose que j'ai toujours refusée. Les relations sociales et physiques ne sont pas achetables, à part dans la fausseté, chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, je pense que j'aurais pu être plus concis et plus précis là-dessus. J'en ai parlé beaucoup à des gens et je suis plus affûté et plus vif sur ce sujet. Si quelqu'un m'en parle, je suis très vif sur le sujet de la solitude de notre société. Et comment nos traumas perso sont utilisés contre nous, d'une pour nous maintenir la tête dedans, et de deux pour mieux nous manipuler et de faire de nous des esclaves. Je vais finir cette vidéo par un des points qui est important pour moi, c'est la solitude dans mon collectif. Bon, j'ai un collectif qui s'appelle la Maison du Peuple. C'est pas l'aspect que j'ai le plus montré dans mes vidéos, mais c'est un chapitre important de ma vie. C'est l'outil politique et nécessaire que j'ai trouvé à ma vie pour moi être heureux, mais aussi pour changer ce monde de merde. Et on a toujours été un collectif à part. Depuis notre existence, parce qu'on est la Maison du Peuple des Gilets jaunes. On est né des Gilets jaunes, c'est un concept qui existait déjà avant, mais je suis pas spécialiste de avant. Et c'est un besoin des gens de s'organiser ensemble, de se retrouver, d'apprendre à se connaître. C'est ces différentes solitudes qui ont fait que tous ces quatre types de solitude qui ont fait que ce collectif existe. Attends, juste avant de partir là-dessus, je vais juste finir sur un truc sociétal sur... Elle est un peu brouillon cette vidéo, mais c'est pas grave. Sur les différents types de solitude et comment elles se nourrissent les uns les autres. Tu vois, je pense au rapport à la drogue il n'y a pas longtemps, et je referai un point là-dessus sûrement dans mon prochaine vidéo, mais un pote me parlait que lui, bah, tu vois, quand il se droguait plus quand il y avait du monde. Et quand il était seul, il se droguait pas. Moi, c'est totalement le contraire. Parce qu'en fait, beaucoup de gens souffrent de solitude sociale. Et pour arriver à dépasser leurs limites et à tisser des liens, ils utilisent des désinhibiteurs. L'alcool, la cannabis et tout type de drogue, ce qui permet de te lâcher un peu et d'aller en delà de tes limites en termes de social et de créer du lien avec les gens. Bon, vu que tu es dans un état second et pas vraiment le tien, ces relations sociales sont très superficielles. Parce qu'il faut creuser plus loin que la drogue pour pouvoir avoir des vraies relations avec les gens. Ah. La solitude émotionnelle, par contre, tu vois, elle a besoin de drogue quand t'es seul. Pour éviter de te retrouver face à toi-même, t'as besoin de te droguer vénère. Du coup, c'est drôle comment chaque type de solitude, alors quand tu souffres de tout, tu te drogues tout le temps, quoi. Tu vois, la solitude intellectuelle fait que souvent t'as envie de te droguer, manière de pouvoir t'isoler du monde, pouvoir réfléchir différemment, pouvoir voir d'autres angles, pouvoir créer. Solitude physique, pareil. Tu te drogues pour atténuer la souffrance. Et tu vois, c'est un sujet, c'est une des parties que j'ai pas super creusé, mais les interactions entre les différents types de solitude. Je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus plus tard. Sur comment les différents types de solitude interagissent les unes envers les autres. J'en ai un peu parlé vaguement dans cette vidéo, mais c'est un sujet intéressant.
Cette vidéo est assez longue, alors je vais la finir. Et du coup, je parlais de mon collectif. Et en vrai, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé de trucs. Et mon collectif a des hauts et des bas. Il est né d'un moment magique, né pendant les Gilets jaunes. Un moment spontané, pas, pas volontaire. Né d'une nécessité collective et sociétale. Qui fait que un moment magique a été créé, notamment à Saint-Nazaire, où on vivait ensemble, que les gens qui habitaient pas dans la maison venaient s'organiser tous les jours. Je dis à la maison du peuple, mais ça marche aussi pour les ronds-points des Gilets jaunes. On a appris à tisser des liens, on a appris à se réunir, à discuter, à se voir tous les soirs, pour faire un bilan de la journée et savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Soit tous ensemble, ou au moins être au courant de ceux qui allaient se reposer, ceux qui allaient faire des trucs différents. Et qu'on n'était pas obligé de tous de faire la même chose, mais discuter de notre avenir commun était un des socles de cette maison. Et à la fin de cette maison, depuis la fin de cette maison, je fais tout pour essayer de recréer cette magie. Chose qui est beaucoup plus dure à créer qu'à vivre le moment. La beauté de l'instantané du moment. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Et je galère à recréer ça depuis longtemps. Il y a eu des hauts et des bas, des avancées sur certains points, des reculés. Et en ce moment, ça m'a fait beaucoup penser à des problématiques qu'il y a dans mon collectif. Parce que oui, on a ce côté un peu secte qui fait qu'entre nous, on est bien. Bon, on se bouffe un peu trop la gueule et on n'est pas tout le temps bienveillants les uns envers les autres. Chacun laisse ses propres démons influencer sur notre collectif, chose qui est pas cool. Ça doit être le collectif qui influence sur nos propres démons et nous permettre de nous remettre en question et de faire différemment. Et en vrai, la solitude dans mon collectif, elle est souvent intellectuelle. Parce que on est repli. Tu vois, on a recréé les mêmes symptômes que les travailleurs, en vrai. On vit tous ensemble, mais chacun a sa petite bulle, ses petites avancées perso, et c'est bien. Mais ça manque du ciment qui fait que on se réunisse tous les jours. Tu vois, on fait des réunions régulièrement, on fait des choses ensemble. Mais il n'y a pas cette réflexion commune de comment on avance ensemble, même si on a un objectif commun, d'avoir un terrain, d'avancer ensemble. Beaucoup de gens se sont accaparés mon rêve, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais ça se délaisse beaucoup sur mon cerveau. C'est facile de me laisser prendre des décisions plutôt que de les prendre ensemble, que de s'impliquer. Du coup, c'est aussi facile pour moi des fois d'avoir des gens qui me suivent et qui questionnent pas ce que je dis. Mais c'est pas ça sur le long terme, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que ces gens-là veulent non plus pour être épanouis. Ou je sais pas ce qu'ils veulent, mais en tout cas on s'en fout de ce qu'ils veulent, mais ou de ce que je veux. C'est pas de ce qu'on a besoin, en tout cas. Donc, on a besoin d'être tous être épanouis, intellectuellement, socialement, physiquement, émotionnellement. Et de construire notre avenir en commun. Voilà. Parce que on a tous nos chambres, on vit chacun dans notre petite bulle. Nos chambres ressemblent à des appartements et on est tous dans notre petite bulle. Bon, contrairement à beaucoup de gens, on a une coloc militante. Du coup, on s'organise quand même beaucoup ensemble à gérer nos problèmes. Et certains s'investissent politiquement et militantement en dehors de notre maison. C'est pas le cas de tout le monde, ce qui est dommage. Ce qui fait que certains d'entre nous doivent trouver ce qui manque dans cette maison ailleurs, comme par exemple dans le collectif du 10 septembre où beaucoup d'entre nous ont trouvé ce qui nous manquait dans la maison. J'aurais aimé que la maison entière s'incruste dans ce mouvement ou s'incorpore à ce mouvement et qu'on trouve tous notre place dans ce mouvement et qu'en fait ce mouvement soit une continuité de notre maison, mais c'est pas le cas. C'est le cas pour certaines personnes d'entre nous, mais ça n'a pas été le cas collectivement parce qu'il nous manque cette étincelle qu'on a perdue.
Et je pense notamment le ciment, tu vois, la grosse problématique de tout ça. Avant de parler de problématiques, je pense que les deux grosses problématiques de la maison, c'est le repli dans la solitude intérieure de chacun. Chacun est repli dans ses problèmes, qu'on a du mal, beaucoup ont du mal à en parler, beaucoup ont du mal à écouter. Et sans ça, c'est compliqué de trouver des solutions. Ne serait-ce que personnellement de trouver des solutions quand on se sent pas compris, quand on se sent seul. Du coup, c'est une problématique qu'il faut régler. La solitude de notre collectif à l'état global comparé au reste du monde. On est apprécié par beaucoup de monde, mais on est souvent très seul, dû à nos positions et notre manière de faire assez atypique. Parce qu'on ne marche pas comme les autres collectifs et c'est comme ça. Mais ça n'empêche que c'est pas comme ça qu'on changera le monde en restant, en isolant notre collectif. Il faut au contraire l'ouvrir fort, fort, fort. Du coup, en termes de collectif, il faut qu'on ouvre plus fort notre collectif, que la porte d'entrée soit, pour rentrer à l'intérieur, soit plus grande et plus ouverte, parce que les traumas de beaucoup de personnes de la maison fait que les traumas et les faiblesses, mes faiblesses notamment, ont fait que cette porte se refermait et qu'elle est toujours ouverte, mais la porte d'entrée est très fine et qu'il faut montrer patte blanche. Ça, c'est un problème énorme. Énorme de chez énorme. Qu'il va falloir régler. Que beaucoup de gens de la maison et moi-même, on doit faire en sorte que ce soit plus le cas. Et de la solitude personnelle. Que chacun replie dans ses problématiques et ses traumas. Et qu'on est souvent plus vrai entre nous, mais aussi moins bienveillant. J'ai l'impression que des fois que des gens de ma maison sont plus bienveillants et tolérants envers des gens qui sont pas de la maison que envers nous, entre nous. Et que ça passe par que oui, on a nos traumas émotionnels chacun, mais c'est à nous de nous protéger les uns les autres. Ceux qui sont... Tu vois, que ça crée des rapports de dominance dans la maison où les fortes personnalités se bouffent entre elles. Parce qu'on subit tous les traumas des fortes personnalités de la maison. Et ceux qui sont plus introvertis, bah en fait, ils vont se bouffer tout seuls en fait. Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'il faut qu'on règle. Et pour l'instant, j'ai trouvé deux choses qui font que ça va améliorer les choses, qui vont pas régler les choses totalement, mais je pense pas avoir la solution tout seul. C'est collectivement qu'on trouvera les solutions tout seul. Du coup, la première solution, c'est de se réunir tous les jours. Tu vois, d'arrêter de vouloir faire des réunions quand il y a tout le monde et de mettre des points fixes tous les jours, pour que tous les jours on débriefe. Pour ceux qui veulent, et déjà donner envie à tout le monde d'avoir envie d'être présent à ces réunions et pouvoir débriefer de notre journée, des points positifs, des points négatifs, des points positifs et négatifs collectivement et personnellement. Faire des grosses réunions une fois par mois pour gratter vraiment le perso. Mais avoir des points réguliers pour se tenir à jour de nos avancées et de nos problématiques et de nos erreurs et pouvoir les corriger. Et se planifier pour le lendemain juste, sans voir aussi à long terme. Il faut qu'on arrive à avoir des réunions par mois pour se planifier aussi à long terme, mais se planifier le lendemain. Savoir qui reste à dormir, qui c'est qui est fatigué, qui c'est qui est motivé, qui a de l'énergie à vouloir faire un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Des trucs simples en fait, mais très importants. Et aussi contrecarrer les traumas émotionnels de tout le monde. Tu vois, ne pas laisser la mauvaise humeur de certains rentrer dedans. Ne pas laisser ma dominance dans cette maison prendre le pas. Ne pas laisser, ne pas agir différemment ne pas agir d'une certaine manière parce que certains de la maison vont péter des câbles. Alors on marche sur des œufs. C'est parce qu'on a besoin. Ne pas laisser les grandes gueules de la maison péter des câbles et mettre la pression
à tout le monde, soit stopper la pression quand c'est possible, sans partir en bagarre ou en drame, ou soit faire comme s'il n'y avait rien, en fait. Quand je vais rentrer, j'ai bien l'intention de faire ça. Et que quand les gens vont casser les couilles, je vais faire en sorte qu'ils cassent moins les couilles. Ou de rire, en fait. De faire comme si ça n'existait pas, en fait. Tu vois, pour que ces gens-là se regardent dans leur propre trauma et que même s'ils ont raison sur un tel qui casse les couilles, un tel qui casse les couilles, un tel qui fait pas les choses bien, niquez tous vos mères et la mienne avec. Tu vois, on n'a pas besoin de ça pour avancer, on n'a pas besoin de ça pour construire un avenir commun. C'est un frein, c'est un obstacle qu'il faut qu'on surmonte. Et j'ai bien l'intention de m'atteler là-dessus quand je reviens. Ça risque de pas plaire à... Ça risque d'être compliqué pour moi parce qu'il va falloir que je prenne sur moi aussi, comme tout le monde de la maison. Et que c'est jamais agréable d'avoir l'impression de ne pas se sentir écouté quand on pète un câble. Mais il va falloir que les gens qui pètent un câble dans cette maison trouvent un autre moyen d'exprimer leur pétage de câble. C'est valable pour tout le monde. Je sais que des centaines de personnes vont se sentir visées, mais c'est vraiment le cas de beaucoup de monde dans cette maison. Beaucoup de monde. Et c'est au plus fort de la maison de protéger les autres. Ouais, je suis capable d'arrêter beaucoup de monde dans cette maison, mais je suis pas le seul. D'autres personnes sont quand même capables d'arrêter certaines personnes ne sont pas capables de les arrêter toutes, moi non plus d'ailleurs, et vice versa. Mais tous collectivement, on est tous capables de nous arrêter tous. Ça, j'en suis persuadé. Alors, on va s'atteler là-dessus. Cette vidéo dure plus d'1 heure déjà. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Je remettrai cette vidéo comme à chaque fois et je ferai un complément si nécessaire. Un complément sera nécessaire, mais je le ferai peut-être direct après celle-là ou beaucoup plus tard, notamment quand je vais rentrer à Nantes. Je pense que je la ferai en rentrant en Nantes. Faut que j'avance sur plein de thématiques importantes que je peux traiter que dans ces moments de solitude. Pas vraiment de solitude, et ma famille et tout ici, mais... Et que dans ces périodes de ma vie là où j'ai pas de responsabilité, où je dois pas avancer de manière militante, où je peux me permettre ça. Alors les affreux qui me regardaient, je vous kiffe tous, mais va falloir qu'on change. On change vénère. Je vous aime tous. Mais on peut pas continuer comme ça. On va finir par s'autodétruire et chaque personne qui part de cette maison me détruit un peu plus. Je veux plus que les gens partent. Ou alors s'ils partent, j'ai envie qu'ils partent parce qu'ils sont obligés de partir pour leur épanouissement personnel, mais qu'ils aient une forte envie de rester avec nous. Je veux que les gens qui habitent pas avec nous aient envie de venir habiter avec nous. Tu vois, c'est ça l'essence de la maison du peuple. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce que je fais. Voilà, tous les gens qui ont connu la maison du peuple de Saint-Nazaire avaient envie d'en faire partie, avaient envie de quitter leur vie pour en faire partie. Et certains l'ont fait. Alors je veux pas être une maison fermée où les gens nous aiment bien, mais n'ont pas envie de vivre avec nous, de vivre comme nous. Notre mission principale, c'est la mienne en tout cas, c'est la fraternité. Et c'est le ciment de tout le reste. Ce qui fait que si les gens ont envie de vivre avec nous, les gens ont envie de vivre comme nous, on va grossir, on va changer le monde, il y aura d'autres maisons du peuple un peu partout. Et on s'unira, on s'organisera. Et c'est comme ça que les choses avanceront. J'en suis persuadé. Sur ce, bisous tout le monde. Aux courageux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. À ceux qui ont skippé juste la fin pour la regarder, parce que je vais quand même demander à mon collectif de regarder au moins à partir de 50 minutes. Ça va, ça fait 20 minutes à regarder. C'est gérable. C'est au moins l'effort nécessaire si on veut réussir à avancer. C'est pas grand chose. Machallah tout le monde, des bisous. Force à tous. Et fraternité.